Bruno Retailleau, bonjour. Bonjour Christophe Barbier. Et bienvenue aux Vendéens que vous êtes sous ce temps atlantique. Océanique. Il fait beau en Vendée, mais beaucoup oui, plus que vous ne le pensez. Toujours beau en Vendée, c'est toujours un département agréable à visiter. Hier, la tempête était à l'Assemblée nationale avec cet incident du drapeau palestinien brandi par Sébastien Delogu, député LFI. Qu'est-ce que ça nous dit de la stratégie de la France insoumise ? Ça nous dit que LFI, c'est l'honte de la République. C'est la brutalisation du débat public, c'est l'hystérisation de l'Assemblée nationale, c'est la communautarisation aussi, puisqu'on voit bien que derrière tout cela, il y a un objectif électoraliste. Là, il drague l'électorat musulman. Je me souviens très bien qu'en 2019, le 9 novembre précisément, ils avaient défilé, battu le pavé parisien à côté des islamistes à l'époque. Donc le CCIF qui a été dissous depuis. Sont très clairs, ils contestent nos institutions avec un renversement des valeurs. Lorsque, là encore, ils défilent pour dire que la police, qui est un bouclier, qui nous protège, que la police tue, tout ça est déplorable, tout ça est consternant. Mais ça marche. Dans les sondages, Manon Aubry est au-dessus de son score de 2019. Écoutez, rappelez-moi son score. 6,2, là, elle est à 8. Elle est à 3 fois moins que ce que déjà faisait M. Mélenchon au présidentiel. Mais elle avait fait 6 et il a fait 22 à la présidentielle. Donc enterrer Mélenchon, c'est peut-être un peu... Je ne dis pas que j'enterre M. Mélenchon. Je pense que par ses outrances, il a choisi les outrances, il a choisi le communautarisme parce qu'il pense justement que les 400 000 voix, il peut les obtenir dans les quartiers. Voilà. J'entendais l'autre jour Jérôme Fourquier dire voilà, 400 000 voix, c'est à peu près 6 ou 7 pour 60 000 bureaux de vote. Donc, il essaie d'aller chercher ces voix-là avec les pires expédients. C'est terrible parce que c'est la République qu'on est en train d'esquinter. Ça marche dans la rue. On a vu Sciences Po, des universités. On voit depuis 2 soirs de suite à Paris, à Marseille, des manifestations. 4000 personnes hier à Paris. Oui, sur la ligne, bien sûr, mais il y a un réseau. Mais bien sûr, il y a un réseau. 4000 personnes, c'est beaucoup, mais c'est pas les 60 millions de Français. Voilà, c'est tout. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, de toute façon, derrière cette brutalisation du climat politique, il y a cette violence. Il y a le recours à la violence. On est, y compris d'ailleurs dans les assemblées, c'est de plus en plus difficile d'échanger des arguments. Pas le Sénat, heureusement, le Sénat aujourd'hui reste à côté de cela, mais on échange des invectives, on fait des happenings. C'est pas le lieu, et je pense que la présidente de l'Assemblée a eu raison d'obtenir la sanction à travers la décision du bureau de ce député qui avait brandi ce drapeau palestinien. C'est pas le lieu dans nos assemblées. Au contraire. Il y a invective et invective. Dire c'est un porc à propos d'un député juif, en l'occurrence David Guiraud contre Meir Habib, ça a un certain sens quand même. C'est un sens antisémite. Mais d'ailleurs, mais derrière LFI, alors évidemment, il y a le masque de l'antisionisme, mais derrière ce masque-là, il y a de l'antisémitisme. Il y a eu un grand basculement, un grand renversement. Jadis, et vous qui êtes historien, vous le savez parfaitement, il y avait, à l'habitude, c'était l'extrême droite qui était dépositaire de ce fond de pensée antisémite. Vous avez Vala contre Blum en 36. Exactement. Par exemple, on peut en citer bien d'autres. Et le grand basculement, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'extrême gauche qui est le propagateur, le principal propagateur en France, notamment de l'antisémitisme, sous prétexte de l'antisionisme. La NUPES en bloc a refusé de voter la sanction contre Delogu hier parce que la NUPES veut la reconnaissance de l'État palestinien. La NUPES, donc le PS, Olivier Faure, a commis une faute. Il a couvert par ce vote-là les outrances de LFI. Donc malgré leur distinction dans la campagne européenne, la NUPES continue sous domination LFI. Ben bien sûr. En tout cas, à l'Assemblée, oui. La reconnaissance de l'État palestinien, Emmanuel Macron dit il n'y a pas de tabou, mais je ne veux pas d'une reconnaissance d'émotion. Est-ce que vous, les LR, vous êtes sur cette ligne? Oui à 2 États, donc oui un jour à un État palestinien reconnu, mais pas tout de suite. Bien sûr, c'est la ligne gaulliste, c'est notre ligne. Simplement, ce que je veux dire, c'est reconnaître aujourd'hui un État palestinien, ce serait donner le point au Hamas. Ce serait accepter finalement que cet État est une paternité islamiste. Ça n'est pas possible. Je veux simplement rappeler à nos auditeurs et au-delà que le Hamas veut l'éradication d'Israël. Que le Hamas lutte tout simplement pour avoir un seul État qui serait un État islamique, islamiste même, du Jourdain à la mer Méditerranée. C'est ça la réalité. Est-ce qu'on veut donner la main justement à cette idéologie mortifère? Moi, non. La réalité, c'est aussi les victimes civiles dans les actions militaires israéliennes à Gaza et notamment à Rafah. Que faut-il? Il faut un cessez-le-feu immédiat. Israël se trompe de tactique sur le terrain? Je pense que M. Netanyahou, depuis le début, s'est beaucoup trompé.
Et avant d'ailleurs le programme du 7 octobre, bien sûr. Simplement, moi je reconnais à Israël le droit de se défendre parce qu'Israël a été attaqué de la pire des façons, mais je lui reconnais aussi un devoir. Le devoir de respecter le droit international, le devoir de protéger autant que faire se peut les populations civiles. Et ce qui s'est passé est inacceptable, bien entendu. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'on a l'impression que le droit international est respecté ou est-ce que vous avez des doutes? En tout cas, quand il y a des doutes, il faut des investigations. Et je pense qu'Israël est un pays démocratique et je lui fais confiance d'ailleurs pour prendre un maximum de précautions. Je me souviens d'ailleurs que lorsque nous nous sommes nous-mêmes libérés du nazisme, on a beaucoup bombardé, vous savez, à Dresde et bien ailleurs, y compris à Saint-Malo, y compris en Normandie. Donc, et il y a eu des victimes par milliers en France. C'est le Hamas qui a commencé cette guerre. C'est le Hamas qui a fait de Gaza aujourd'hui un enfer. Et c'est au Hamas qui revient que le cessez-le-feu soit obtenu simplement en libérant tous les otages. Je m'étonne encore que l'extrême gauche parle souvent de cessez-le-feu. Je ne l'entends jamais parler notamment des otages qui vivent un calvaire pour ceux qui sont encore vivants. Vous imaginez, depuis des mois, psychologiquement, la souffrance, peut-être physiquement aussi. L'élection européenne approche, c'est le 9 juin, dans une douzaine de jours. Votre candidat, François-Xavier Bellamy, est plus offensif depuis quelque temps. Est-ce que ça peut marcher? Est-ce qu'il y a une marge de progrès pour vous? Je pense que oui, c'est toute la question de notre espace. Très franchement, François-Xavier Bellamy fait une campagne qui est brillante. Je me souviens, vous citiez tout à l'heure LFI, il a eu le courage d'ailleurs physique de se rendre à Sciences Po. Contre Louis Boyard. Exactement, contre M. Boyard. Moi franchement, ça m'a fait du bien. De même que ce qui m'a fait beaucoup de bien, c'est son coup de gueule après l'autre happening, cette espèce de show, de médiatique show qui a consisté à opposer M. Bardella et le Premier ministre l'autre jour. C'est une démocratie confisquée, réduite à un face-à-face que les Français ne veulent pas. Plus de 50% des Français récusent d'ailleurs ce face-à-face. Et François-Xavier Bellamy, je pense qu'il fait une bonne campagne, il a un bon bilan, il a un bon projet, il est porteur en fait du seul projet européen qui peut fonctionner. Monsieur Bardella ne veut pas d'Europe. Madame Le Pen avait applaudi au Brexit. Bien. Et monsieur Macron veut une Europe que aucun peuple, pas plus que les Français ne souhaitent, une Europe fédérale. Mais cette Europe, elle est dans la majorité actuelle. PPE plus Renew, ça a fait une majorité au Parlement. Non, pas du tout. Pas du tout. Je veux vous rappeler que sur beaucoup de textes, Renew s'est allié avec la gauche, avec les écologistes, contre le PPE. Renew nous a créé beaucoup de difficultés, notamment sur le nucléaire. Il a voté toutes les stupidités de la décroissance avec monsieur Canfin, qui sont en train de mettre à genoux notre agriculture, qui était pourtant un des fleurons d'ailleurs au niveau français et européen. Donc je pense que les choses que porte monsieur Bellamy, c'est une Europe qui permet de défendre les intérêts de la France et qui permet à l'Europe de progresser en accordant les volontés nationales au projet européen. Mais une partie des électeurs disent, face au risque que vous dépeigniez, c'est-à-dire l'islamo-gauchisme, l'insécurité, il faut plus dur que Bellamy, il faut Bardella. Une sorte de vote utile radical. Vote utile? Attendez, en 2014, vous avez une bonne mémoire. 2014, le Rassemblement national est premier aux élections européennes. 2019, aussi. À nouveau premier. Vote utile? Non, c'est le vote inutile. Ils n'ont pas fait bouger un point, une seule virgule d'un seul texte. En Europe, ils sont inutiles. Mais en France, ils existent. Mais ils existent. Vous me posez la question du vote utile. C'est le pire des votes inutiles. Voilà. C'est ce que je veux dire, moi. Il ne faut pas que les Français se trompent. Et je vois bien que dans ce face-à-face entre la Macronie et le Le-Penisme, il y a une sorte de courte échelle. D'ailleurs, M. Macron, qu'il arrête, y compris à l'étranger, en Allemagne, de transformer la scène allemande en scène de politique intérieure française, ça ne se fait pas. Quand il dit vent mauvais, c'est cela. Et bien sûr, il était en campagne. Et plus il organise ce face-à-face, ce duel avec monsieur Bardella, plus monsieur Bardella monte dans les sondages. Donc, si j'avais un conseil à lui donner, je n'ai pas de conseil à lui donner. Il est intelligent, il est talentueux, mais qu'il se taise. Alors, au lendemain des élections européennes, nous risquons la gueule de bois démocratique. La gueule de bois démocratique, c'est une expression de Gérard Larcher. Vous aurez peut-être le 10 juin des conseils à donner à Emmanuel Macron, parce qu'on sent venir la tentation d'une coalition, parce que ce pays ne peut pas aller à volo pendant 3 ans. LR plus Renaissance, ça fait une majorité. C'est Sacha Guitry qui parlait des conseils.
Vous connaissez bien Sacha Guitry. Et il disait que les conseils, c'est comme les coups de pied au derrière, ça fait plaisir qu'à celui qui les donne. Bien. Il est clair que la gueule de bois risque le 10 juin d'advenir. Simplement, moi, je suis un démocrate et je pense que j'ai une vision gaullienne des institutions. Et quand il y a un blocage, parce qu'aujourd'hui, il y a un blocage en France, il y a un blocage notamment à l'Assemblée nationale où on ne peut pas faire passer de textes forts et notamment de réformes, un tant soit peu substantielles, eh bien, je pense qu'il faut, c'est le recours à la démocratie, au peuple. On retourne devant les électeurs. Et bien sûr, c'est la dissolution. C'est la dissolution. Rien ne dit que de cette dissolution sortirait une majorité acceptable, sauf dans certains sondages, une majorité RN. Alors il serait temps d'imaginer une coalition. Mais pas avec la politique que mène M. Macron aujourd'hui. M. Macron est-il prêt à faire une nouvelle politique? C'est-à-dire que est-il prêt à assumer une révolution pénale avec des courtes peines, avec l'abaissement de la majorité pénale? Est-il prêt, sur le plan de l'immigration, à autoriser, à favoriser un référendum sur la question migratoire? Est-il prêt à débureaucratiser l'État? Est-il prêt à faire une sélection à l'université? Est-il prêt à changer le modèle de l'école publique qui est en train de devenir un modèle inégalitaire? Je ne le crois pas. C'est votre programme pour la prochaine présidentielle que je viens d'entendre là. C'est un programme pour l'instant qui sera sans doute plus détaillé, mais ce sont nos convictions. Et moi je pense, vous voyez, qu'en politique, ce qui désespère les Français, c'est les jeux d'appareil, c'est les manœuvres de couloir. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours préféré les choix de l'isoloir aux arrangements de couloir. Et je pense que notre boussole à nous, ça doit être nos convictions. Ça a toujours été ma ligne de conduite. Alors parfois, c'est vrai, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais au moins, on est clair. Le matin, on se regarde devant la glace. Donc s'il faut, faudra provoquer cette dissolution en renversant le gouvernement, comme en 62. Écoutez, en tout cas, moi je suis sénateur, donc c'est aux députés de prendre ces décisions. Simplement, moi je ne parle plus de monsieur de censure, parce que soit on en parle et on l'a fait, sinon on arrête d'en parler. Alors il y a un texte qui échappe au jeu d'appareil, c'est le texte sur la fin de vie. Vous êtes très offensif, très critique, très vigilant. Quand ce texte viendra au Sénat, il sera mis en morceaux parce que la droite sénatoriale n'en veut vraiment pas. Non, d'abord, le Sénat ne déchiquette pas les textes. Le Sénat les amende. Le Sénat a toujours une position où on essaie de prendre un peu de hauteur. Simplement, c'est un mauvais texte. Ça n'est certainement pas un texte de fraternité. Je pense que la fraternité, c'est soigner, c'est accompagner, c'est soulager la souffrance, c'est tendre la main. Et non pas donner la mort. Je pense que ce texte-là, malheureusement, et on l'a vu de façon spectaculaire, je l'ai toujours dit, les textes sociétaux obéissent à une grande loi. Vous entrebâillez la porte, elle finit grande ouverte. Les députés, en moins de 5 jours, ont fait ce que le Canada a mis 8 ans à faire, ce que la Belgique a mis 22 ans à faire. On pose une commission spéciale, ils vont redébattre maintenant. Bien sûr, mais on pose un cadre, on essaie de dire il y aura des critères, etc. Et puis tous les cadres sautent les uns après les autres. Là, l'euthanasie devait être l'exception, elle devient un choix. L'euthanasie n'est pas un soin, elle entre dans le code de la santé publique. Ça devait être une phase terminale avec un diagnostic à court et moyen terme, etc. Voilà. C'est effacé au profit d'un point, d'une expression qui ferait rentrer beaucoup de maladies chroniques. Donc on va dans une société terriblement individualiste où il sera plus facile de demander la mort que de demander des soins. Parce qu'aujourd'hui, la Cour des comptes nous le dit, la moitié des Français qui vont mourir, qui auraient besoin d'être soulagés dans leur souffrance, n'ont pas accès aux soins palliatifs. Il faudra quand même une loi pour ceux qui ne sont pas concernés par la loi Claes-Leonetti. Mais ils le sont. La Corée de Huntington, la maladie de Charcot. Mais non... Non, j'ai beaucoup de contacts avec des médecins. La plupart me disent que il peut y avoir, d'abord, il y a des solutions neurologiques qui s'attaquent aux causes de la douleur. Et puis, il y a des sédations. Pas la sédation nécessairement continue jusqu'à la fin, mais des sédations proportionnées, nocturnes, temporaires. Eh bien, vous viendrez nous en reparler au moment du Sénat. Bonne journée, Bruno Retailleau. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christophe Barbier. On vous retrouvera demain matin, 7h45. Votre invité sera Benjamin Haddad, député Renaissance de Paris. Radio J. Retrouvez le Barbier du matin.